Chers amis auditeurs de la 103.9, la Convergence FM, bonjour. Nous revenons avec vous avec l'émission fétiche L'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses. Et nous avons comme invité aujourd'hui un grand monsieur, M. Abdou Cissé. On va lui donner la parole pour dire bonjour aux auditeurs et un peu se présenter. Bonjour, bonjour M. Seck, et merci de m'avoir invité. Bonjour à tous les auditeurs. Je vais me prêter aujourd'hui à un exercice pas très facile pour moi, la radio. Je suis un peu plus habitué de la télé. C'est un plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer au cours de votre émission. Et pour me présenter simplement, je m'appelle Abdou Cissé, je suis né à Dakar, j'ai grandi à la cité des HLM. J'ai passé toute ma jeunesse à jouer au football avec mes amis d'enfance. J'ai toujours été passionné des mathématiques. J'ai fait un 3e cycle de mathématiques à l'université de Dakar. Ici même. Après, j'ai enseigné les maths pendant 5 ans à Dakar. Je m'étais même livré à un exercice qui consistait à écrire 3 fascicules de mathématiques pour des classes de mathématiques terminales qui n'avaient pas beaucoup de livres à leur disposition. Okay. Et après 5 ans d'enseignement, j'ai eu envie d'aller essayer de comprendre à quoi ça servait, les mathématiques. Okay. Donc, j'étais très attiré par les calculs de risque et donc je suis arrivé à Paris et j'ai passé un 3e cycle en finance de marché. Donc l'objectif avait été d'aller travailler dans la finance de marché, être trader et tout. Mais j'étais animé aussi par le côté risque assurance et j'ai fait un diplôme d'actuariat. J'ai passé un diplôme d'actuariat à l'ENSAE de Paris et j'avais aussi la chance de croiser des élèves qui venaient de Polytechnique, c'est-à-dire qui venaient faire leur application à l'ENSAE. Donc on était en 5e année ensemble et ils avaient un niveau informatique très élevé. Chaque fois qu'on expliquait un modèle mathématique en classe, l'après-midi, ils venaient au centre de calcul, ils le développaient. Je n'avais pas cette possibilité. Donc après l'ENSA, je suis allé faire 2 ans d'informatique pour m'armer. Donc ce qui fait que j'ai essayé de multiplier mes compétences au lieu de faire un doctorat dans un domaine. Et donc j'ai suivi un peu ce que Cheikh Anta Diop disait, formez-vous. Il nous a toujours demandé de nous former dans tous les domaines. Voilà, donc globalement, après, j'ai travaillé 10 ans dans le groupe HSBC à Paris. J'ai occupé beaucoup de postes. Après, j'ai fait 4 ans dans le conseil pour apprendre le conseil. En 2009, je suis revenu en Afrique et j'ai créé le cabinet Cisco Consulting, qui est un cabinet en actuariat et en finance qui accompagne les banques, les assurances, les grandes entreprises. Surtout les grandes entreprises, c'est le côté le plus important, parce qu'on accompagne les entreprises à gérer leurs engagements de retraite. Leurs engagements de retraite, ça fait partie du travail d'un actuaire. Ça, c'est le domaine le plus important de nos activités. Voilà, et donc ça me fait beaucoup de va-et-vient. Je travaille beaucoup plus en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin qu'au Sénégal. Ce qui est normal, comme vous dites souvent, ne jamais prophète, c'est ça. Voilà, mais... Alors, donc je pense que ça va être pertinent de vous poser cette question. Aujourd'hui, nous vivons une situation assez particulière au Sénégal, où je pense que quand même l'œil extérieur n'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir un œil extérieur. Alors, on est en face d'une, on ne va pas dire mauvaise gouvernance pour mettre un peu de pudeur, mais il y a la corruption, l'impunité, la démotivation des forces vives de la nation. Parce qu'aujourd'hui, on voit que, et d'ailleurs ça a un peu repris, on voit des jeunes encore faire du Barça ou Barsac. Les pirogues recommencent encore à repartir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si l'espoir est perdu. Hein? On prend les grandes, comment on dit ça, les institutions qui ont toujours été balèzes au Sénégal. C'est ça. La justice, aujourd'hui, on voit vraiment l'abcès. C'est ça.
L'armée, on a vu un colonel démissionner pour dire que ah non, ça ne va plus, je vais aller me présenter à la présidence. On ne parle pas d'éducation, on ne parle pas de la santé. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Quelle vision, quelle idée vous avez de la situation au Sénégal? Mais merci pour cette question qui est une question très intéressante. Mais je vais essayer de partager avec les auditeurs ce que moi j'ai vécu. Okay. Parce que je ne peux pas expliquer ce que je n'ai pas vécu. Absolument. Moi, je suis né à Dakar. Mon père, je ne l'ai jamais vu courir derrière l'argent. Jamais. Ben, c'était un imam de mosquée aussi. Mais en tout cas, à son époque, vous voyez la cité, il y avait des chauffeurs, des plantons. Dans notre cité, les parents, c'était des chauffeurs, des plantons, des coursiers, qui avaient des salaires. Je peux même peut-être dérisoire, 12 000, 15 000. Mais les enfants n'avaient aucun souci et les parents ne couraient pas derrière l'argent. Donc on est nés dans cet environnement-là. Maintenant, le Sénégal avance. Vous venez de raconter la plupart des problèmes qui se posent dans ce pays. Donc, une forme de désordre. Et sur tous les plans. Maintenant, à un moment donné, si on ne sait plus où aller, il faut qu'on revienne exactement de là où on était avant. Et donc, ça m'amène à poser la question de savoir, mais en fait, quel est le problème des Sénégalais? Quel est le problème que les Sénégalais ont? Parce que la justice pose problème, que l'État ne fasse pas son boulot, qu'il y ait déjà... Tout ça, on peut peut-être trouver des solutions. Mais les premières solutions, c'est quels sont les problèmes des Sénégalais? Les Sénégalais, premier problème, ils ont des problèmes d'hygiène. On n'a pas d'eau, c'est-à-dire on ne peut pas avoir tous de l'eau et pouvoir évacuer l'eau quand on en a trop. Hygiène. Donc l'hygiène, c'est le premier pan de la protection sociale. C'est un problème. Lorsque les gens sont malades, ils ne se soignent pas. Et même avant la maladie, j'aurais dû dire, une bonne partie de la population, quand ils ont faim, ils ne mangent pas. J'ai des cousins, des neveux, qui, s'ils mangent le matin, ils mangent le soir ou ils ne mangent même plus le soir. Donc ça, ces trois problèmes-là, c'est primaire. Vraiment primaire. L'hygiène, le pouvoir manger exactement quand on a faim, et quand on est malade, on se soigne. Depuis 75 ans, nous sommes dans une coopération avec les Français. Mais depuis 75 ans, on n'arrive pas à résoudre ces trois problèmes-là. Et depuis 75 ans, moi, je ne vois pas aussi ces Français avec qui on est en coopération essayer de dire, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est le minimum que les gens doivent avoir pour vivre. Donc, au lieu de les accompagner, l'AFD a fait ceci, mais qu'on fasse en sorte que ces problèmes-là soient réglés. Mais on ne va pas attendre que les Français aussi viennent régler notre problème. Parce qu'eux, ils n'ont même pas notre temps. Il faut que nous réfléchissions pour comprendre que quand on a des besoins primaires, on ne peut pas s'attaquer à des problèmes secondaires. Alors, pourquoi ces besoins primaires-là sont des besoins factuels et que moi j'ai vécu? Je prends un exemple très simple. Je prends un ami qui est tombé malade. On l'a hospitalisé. Il a été ancien militaire. Et il dépassait ses 60 ans. Donc, il était dans le plan Sésame. Parce qu'il faut avoir 60 ans pour être dans le plan Sésame. Il tombe malade, on lui fait une facture de 1 million et quelques. Et on lui dit, s'il ne paye pas le tiers, on ne pourra pas le libérer. Alors que c'est une personne qui a été militaire. Donc, si le Sénégal devait aller en guerre demain, on l'aurait appelé et il serait parti. Donc, le fait qu'il soit ancien militaire, ça ne compte pas. 1. De 2, il a 60 ans, il a dépassé 60 ans. On lui dit, l'hôpital principal dit, ah non, on ne prend plus de plan Sésame parce que l'État ne nous rembourse pas. On ne prend plus de plan Sésame parce que l'État ne nous rembourse pas. Mais ça pose un vrai problème. Absolument. Je viens voir celui qui gère les contentieux. Je lui dis, mais il y a un problème. Monsieur Ndiaye, c'est un ancien militaire. Donc, quoi qu'il en soit, il doit sortir sans pour autant payer. Absolument. C'est un ancien militaire. Deuxième chose, mais si l'hôpital a des problèmes avec le plan Sésame, mais ça c'est l'hôpital. Mais vous n'allez pas mettre le problème au-dessus des assurés. Les malades sont des assurés. L'État a écrit dans un texte très clair
que si vous avez 60 ans, on vous soigne sans payer. C'est ça le plan Sésame. Donc, vous allez voir l'État, vous voyez avec l'État, mais vous n'allez pas dire à l'assuré, débrouille-toi, parce que l'État ne nous paye pas. Ça n'a pas de sens. Absolument. Et ça doit faire revenir tous les Sénégalais sur leurs droits. Parce que si les gens ne connaissent pas leurs droits, ils ne pourront jamais les exercer. Mais aussi, je pense qu'il y a une culture quand même qui fait qu'on dit qu'on ne peut pas se battre contre l'État. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est une culture. C'est une culture. Mais je pense qu'au plan du droit, il est important que les gens sachent que ce combat-là, c'est à l'hôpital de le mener contre l'État, parce que c'est l'État qui doit le payer. Et en plus de ça, c'est aussi au peuple de réclamer ses droits pour que l'hôpital aille demander à l'État de payer. Absolument. C'est le peuple qui doit réclamer ses droits. Et par quel moyen? Parce que moi, je veux bien qu'on parle de tous les problèmes, mais il faut toujours que je puisse proposer une solution. Moi, je propose une solution. La solution se trouve dans la Constitution sénégalaise. Si vous allez dans la Constitution, il y a 5 ou 6 articles dans lesquels il est clair. On dit que le premier rôle d'un État, c'est de protéger son peuple. Le premier rôle d'un État, le premier devoir d'un État, c'est de protéger son peuple. Si l'État accepte ces devoirs, l'État doit s'engager. Et lorsqu'un État s'engage envers le peuple. Absolument. Donc l'État signe un contrat social avec le peuple. Lequel contrat social se décline dans les textes de l'État comme étant la naissance d'un passif social. Qu'est-ce que c'est qu'un passif social? On assiste à la naissance d'un passif social dès lors qu'il y a décalage entre un droit à prestation et l'instant auquel on paye ce droit. Donc si l'État s'engage à ce qu'il doit vraiment protéger son peuple, l'État écrit ce contrat social qui fait naître dans les livres de l'État la protection sociale. Absolument. Donc l'État a le devoir de mettre en place une protection sociale pour protéger tout son peuple. C'est écrit dans la Constitution. Et d'autant plus que je pense que nous, quand même, en termes d'histoire, on a depuis longtemps des structures qui sont là et qui étaient censées pouvoir protéger la population. Mais c'est parce que l'État n'a pas géré la protection sociale sous forme de projet. Voilà. La protection sociale, ce n'est pas seulement la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle est un pan de la protection sociale. Mais la protection sociale, c'est global. La santé est dedans, la retraite est dedans, la couverture maladie universelle est dedans, l'hygiène, ce que je disais tout à l'heure, l'hygiène, tout ça, ça rentre dans la protection sociale. Mais si on ne le gère pas sous forme de projet, on n'ira pas en avant. En 2012, Macky Sall est venu, monsieur le président Macky Sall, je m'excuse, il a promis à tous les Sénégalais, vous aurez la couverture maladie universelle. Et ils ont lancé le débat. Je prends un exemple très simple, comme quoi on ne fonctionne pas en mode projet. Mais donner une couverture maladie universelle, c'est mettre en place un régime ou des régimes. Et ces régimes-là, ça crée une interaction entre le social, l'assurance, la finance. Et ce sont ces interactions-là qui en font un projet technique. Et ce projet technique-là nécessite ce qu'on appelle des préétudes actuarielles. Si vous voulez mettre une protection, une couverture, vous devez en faire la préétude actuarielle pour dire exactement voilà comment ça va se faire et voilà ce que ça va coûter. Chaque année, on déroule ce qu'on a vécu, on le compare avec le projeté. On se rend compte que le modèle il est robuste ou pas et on avance comme ça. C'est ça qu'on n'a pas fait dans la couverture maladie universelle. Donc du coup, jusqu'à présent, les gens se demandent dans la rue, mais moi, je n'ai pas de couverture maladie universelle. Absolument. Donc il n'est pas trop tard de revenir en arrière, mais il faut travailler en mode projet. Et c'est ce que nos États-là ne font pas. Et donc, je pense que tout de suite, quand vous m'avez parlé que votre père était imam, je pense que souvent aussi, nous avons ce défaut de penser toujours à l'occidental. Vous avez dit que pourtant, vous étiez jeune avec des papas chauffeurs, des papas gardiens, des papas... Et pourtant, la vie était là, les gens ils mangeaient à leur faim, les gens jouaient... On n'enviait pas ce qui habitait pour la ville, on avait envie de rien, tous nos problèmes étaient résolus. Absolument. Avec des revenus qui n'étaient pas, très modestes. On le pense, énormes. Très modestes. Alors, je pense que cette vision
que souvent, ou bien pour emprunter peut-être ce que l'on dit, nous empruntons les yeux des Occidentaux pour nous regarder. Pour nous regarder. Alors que peut-être que si nous étions partis de nous-mêmes en regardant, mais de quoi est-ce que nous avons besoin? Voilà, c'est ça. C'est ça. Et la fois passée, je me souviens, c'est avec un de mes auditeurs, on disait que pourtant il y a d'autres types d'intellectuels qui avaient été là, qui ont écrit, qui ont produit. C'est la base de l'éducation arabo-islamique. Mais c'est là où vous devez voir aussi que la gangrène, elle est très forte. Voilà. La gangrène. C'est que aussi, il faut que les Africains prennent conscience d'une chose. Très souvent, on se tape entre nous en disant que nos dirigeants n'ont pas... Mais, vous savez, la gangrène que les Occidentaux nous ont fait là, Cheikh Anta Diop faut en parler tout le temps. Mais cette gangrène-là, on ne s'en est pas débarrassé. Et c'est très dur. Vous ne pouvez pas comprendre la dureté de ce que les Occidentaux nous ont fait. Mais tant que vous n'êtes pas avec eux tout le temps, c'est là où vous comprenez la dureté. Vous avez parlé tout à l'heure de nos enfants qui prennent les bateaux. Mais hier, pour quitter Paris et venir ici, mais j'ai vu des Français pleurer à Air France, à l'embarquement, parce que le document qu'ils avaient pour venir au Sénégal était un document qui n'était pas fiable au sein d'Air France. Donc on a voulu les retenir. Mais ils se battent à mort pour venir chez nous. Les gens n'en parlent pas. Les gens ne voient que nos bateaux partir. Mais allez voir ces Français à qui on a habitué à venir travailler en Afrique, dans un environnement où très souvent, quand ils ne peuvent rien faire en Occident, ils viennent ici. Des fois, ils n'ont même pas les compétences, mais on leur laisse faire. Mais hier, j'en ai vu 3-4 avant d'embarquer. Mais je peux vous assurer, je n'étais pas là. Ils pleuraient pour venir en Afrique. Donc, voyez ce vide. Et ça rentre aussi dans la gangrène que l'Occident nous a fait. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça. Des fois, on a des droits à réclamer à ces Occidentaux. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais il faut qu'on insiste sur ça. Oui, c'est le fait de se décomplexer. C'est le fait de se décomplexer. Parce que souvent, je dis que quelque part, on a souvent des solutions chez nous. C'est-à-dire, on peut se référer à Karl Marx, à, je ne sais pas, Malthus ou à autre chose. Et pourtant, dans le Coran, on dit qu'il y a que les conjonctures changent. C'est ça, et que les périodes grasses doivent nous permettre de prendre conscience que des périodes rudes et dures vont arriver. Il faut faire des réserves pour que quand c'est dur, qu'on puisse bien, faire face à la dureté. Mais souvent, nous, on ne prend pas conscience qu'on a pourtant d'autres références, d'autres référentiels, qu'on puisse aussi manager les deux, parce que quand même, on a en face de nous des gens qui nous ont vraiment mal, je ne sais pas, je veux dire, qui nous ont un peu massacrés, au point à faire dire à la Grande Royale, il faut aller à l'école du Blanc, apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Vous avez tellement raison que je peux illustrer ce que vous dites sur 2 points. Sur 2 points. Le premier point, ça va m'amener à me rappeler d'une émission de télé ou de télé que j'avais vue ici à Dakar un jour, c'est il y a faire 3-4 ans. On avait invité 2 économistes qui étaient docteurs en économie et un commerçant de Sandaga qui est un érudit, un talibé de Serigne Fallilou. Et donc lui, c'est sa référence, c'était Serigne Fallou, et il disait toujours li Serigne Fallou waxoon. Je ne sais pas si je peux me permettre de mettre du Wolof dans ce non, qu'il dit. c'est pas. Et donc, on les a invités à 3, et la journaliste a dit, bon, mais vous écoutez, vous voyez, nous, la croissance, nous les Sénégalais, on ne sait pas ce que c'est que la croissance. On n'y connaît rien. Absolument. Maintenant, vous allez nous parler clairement. Ceux qui vous écoutent ne comprennent pas français. Il faut carrément que vous nous parlez de la croissance. Essayez de parler Wolof le plus possible. Alors, les 2 docteurs en droit ont commencé en Wolof, mais la croissance étant considérée comme un modèle, ils sont partis dans le français parce qu'il y a des concepts qu'ils ne pouvaient pas expliquer en Wolof. Et donc, au final, tous les 2, ils étaient en train de se disputer. L'un lui disait que d'après un grand économiste qui s'appelle comme ça, l'autre lui dit l'économiste Friedman. Donc, ils étaient dans un débat économico-économique et de pensée économique. La journaliste leur a dit, oui, mais non, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, attendez, on va demander au commerçant, lui, là, pour lui, c'est quoi la croissance?
Alors le commerçant, il parle wolof. Il dit, ah, man de la ci sëñ Fall waxoon rek. Sëñ Fall daal noonu na la nga mënoon daaw boo mënee lu ko raw ren xamal ne am nga yokkute. C'est-à-dire que, mais c'est extraordinaire. Ce jour-là, je me suis rendu compte qu'on perd beaucoup de temps. Autre chose, j'arrive à Paris dans les années 92-93. Je suis invité à côté de la gare de Lyon, dans une maison sénégalaise. À ce temps, nous, on arrivait à Paris pour manger un tchéboudienne, c'était difficile. Dès qu'on nous invite, on court, on arrive. Et Ben Moudou Moudou, il avait ses khunjur, du coup, il y aurait ay jak, ay jaro qui dans un sac. Avec, dans l'assistance, il y avait 3 dames. Ben dame binoko, yo lo yaay jak yi, munoko 5 francs. Tant bobu, on n'était pas à l'euro, on était au franc. Munoko 5 francs. Kenen ki noko nous m'a fait 5 ans, légui 3 lay fay. Sans lui demander son avis, donc 3 lay fay. Bon, mais danga may jox jak bi ki bi bu nek 3 mu dajale ko quoi. Et puis le vendeur, il n'a même pas il a pas dit moi fayal 4 ou 2 non, il l'a vendu. Troisième dame bi nako wa yow bu fekkee ni ngay jaayé mba di nga ci génn ndax di nga ci génn mu ne ko non benn su bëree rek mat dara. yu baax benn Modou bi dafa ne ko dafa ne daam bi benn su bëree rek dafay mat dara. Man maa ngi toog j'ai eu la chance d'avoir appris la loi des grands nombres fii à Dakar. Sakhir Thiam m'a appris la loi des grands nombres en français. Mais Modou bi dafa il a énoncé la loi des grands nombres en wolof. Parce que bu jaayee ndaw si 3 par benn mais bu demee Tour Eiffel touristes yi 10 la ñuy jënde yaa ngi dégg touristes yi ba la nee 10 euros dañuy gën a jox la. Donc mu jaay foofu 10 ñuy jox ko 3 mais boo defee moyenne bi il a vendu à 5. Il a énoncé la loi des grands nombres. Absolument. La loi forte, la loi faible. Mais en tout cas pour wane ne rek ñun li tubaab bi di théoriser yëpp société li mag ñu baax ñi wax ay ñoom Serigne Touba ak yooyu yëpp ñu ngi ci ñun. te Modou nag bu gisee ñuy réussir ak aussi bool yi nga xam ne jànguñu sax école des fois dans le business ñuy réussir parce que xam nañ ne boo amee ñett da ngay lekk benn bi investir benn bi denc benn bi ñoom xam nañu loolu. léegi nag boo jëlee nag Samba Cissé mon cousin Ama nga xam ne bu yoree xaalis da koy jaay parce que xam na ne son cousin est là dina ko jox xaalis c'est pas la même chose. Donc pour illustrer rek que dañu war a sukkandiku ci ñun li ñu doon. Donc tout à l'heure j'ai expliqué le problème de mon ami qui était tombé malade avec le problème de la protection sociale. Mais maintenant on peut quitter ce problème de protection sociale et venir dans un autre problème des Sénégalais. Nga jël quelqu'un qui s'appelle Manoumbe Khoulé, qui vit dans une région du Sénégal. À 20 ans, il commence à travailler et son salaire, c'était 45 000. Il est né en 1960. Donc à 20 ans, donc en 80, il avait un travail et son premier salaire, c'était 45 000. Il avait même les moyens d'acheter un petit magnétophone pour écouter de la musique en ce temps. Et il pouvait aider toute sa famille. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? En 2020, il a 60 ans. Et donc, il doit partir à la retraite. Ah, comme il devait partir à la retraite et que je le connaissais, je lui ai dit, mais attends, amène-moi tes données, et je vais te calculer ton indemnité de fin de carrière. Parce que, en fait, un salarié a des droits en dehors de son salaire. C'est-à-dire qu'en dehors de son salaire, s'il termine sa carrière dans la société, le chef d'entreprise a le devoir de lui verser ce qu'on appelle une indemnité de fin de carrière. Et c'est un passif social. Et donc, il me donne son dernier salaire, avant de partir à la retraite. Son dernier salaire, alors 45 000 il avait commencé, son dernier salaire, c'était 172 000. 40 ans après. 60 ans après, il a gagné 172 000. Quand vous posez cette question à un économiste, quelqu'un qui est dans l'économie, il va vous dire, parce que j'ai posé la question à 2 économistes, comme ça, ils m'ont dit, ah mais ce qui les perturbe, c'est que, en fait, il n'y a pas eu d'érosion monétaire, et que donc, c'est un peu difficile pour eux de l'expliquer. Mais moi, ce que je vois, c'est de l'érosion du pouvoir d'achat. C'est là le problème du CFA. C'est là où il faut regarder le CFA. C'est-à-dire qu'un Sénégalais qui
commence à 45 000 francs, 40 ans après, il se retrouve avec 172 000 francs, alors que les chauffeurs de l'État qui sont embauchés aujourd'hui ont peut-être 200 000. Vous voyez? Donc, on a un problème avec cette monnaie. Les gens, il y en a qui croiront que, en fait, il n'y a que l'évolution du pouvoir d'achat qui... Non. C'est-à-dire, en fait, il faut que les gens comprennent qu'est-ce que c'est qu'une monnaie. Je pense que ça va être l'occasion. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Il y a quelques années, on a parlé de la dévaluation du franc CFA. On a vécu même dans l'histoire une dévaluation du franc CFA. C'est ça. Alors, je pense que c'est l'occasion, M. Cissé, de nous parler un peu de la problématique de cette monnaie. De cette monnaie. Oui, c'est vrai. Le CFA nous pose beaucoup de problèmes. Alors, je vais commencer par la première raison. Nous, les Africains, nous achetons le CFA pour survivre. Ça se fabrique à Charles Melcher. On a un accord de coopération avec la France, mais nous l'achetons. Donc, je considère que le CFA tel qu'il est aujourd'hui, l'accord de coopération qui fonctionne aujourd'hui, qui dit qu'en contrepartie d'une certaine garantie qu'on nous donne, nous devons laisser une partie de nos devises, etc. Donc, il va être modifié avec l'éco, comme ils ont dit. Mais en tout cas, tel que l'accord est aujourd'hui, le CFA, ça nous appartient. Pourquoi? Parce qu'on l'achète. Parce qu'il fabrique les biens, nous, on paye. Donc, nous, on achète du CFA pour survivre. La France utilise le CFA dans ce qu'on appelle la guerre des monnaies internationales. Parce qu'il y a une guerre des monnaies entre l'euro, le dollar, etc. Ça peut faire un autre sujet, parce que si je le développe ici, on en aura pour 1 heure de temps. La France, donc, utilise le CFA dans la guerre des monnaies internationales. Vous prenez un pays comme le Maroc. Le Maroc utilise le CFA comme vecteur de devise à travers sa monnaie qui n'est pas convertible. C'est que la monnaie des Marocains est adossée à un panier de devises, etc. Mais en tout cas, le Maroc, quand le Maroc a besoin de devises, c'est très simple. Toutes ces entreprises sont là. Le système bancaire est à presque 45 ou 50% ou peut-être même 60% entre leurs mains. S'ils ont besoin de devises, ils ont. Donc, ils utilisent le CFA comme vecteur de devises à travers leur monnaie qui n'est pas convertible. Le CFA aussi a un autre acteur, c'est l'ensemble des sociétés françaises et l'ensemble des très grandes sociétés étrangères à qui nous donnons une garantie comme quoi la valeur de leur argent n'est jamais dévaluée. On leur donne cette garantie, nous, et ils ne nous payent pas derrière. Donc, vous voyez, quand vous avez une monnaie qui a autant d'acteurs, ce n'est pas le cas de l'euro. L'euro n'a pas tous ses acteurs, mais le CFA a tous ses acteurs. Chacun tire de son côté. Donc, vous comprenez pourquoi le CFA pose déjà un vrai problème. Ça, c'est un. 2, quand vous prenez le cultivateur qui est au fin fond du Sine Saloum, j'en profite pour saluer mes amis du Sine Saloum, et lui, il ne peut faire des transactions que lorsque le CFA est en main. Tant qu'il ne tient pas l'argent, il ne peut pas faire de transactions. Vous voyez? Or, quand vous prenez la quantité de CFA en circulation, ça n'a pas de mesure, en termes de mesure, on ne peut pas en faire un comparatif avec l'activité économique qui est au niveau d'un pays comme le Sénégal. Donc, ce gars-là, il a beaucoup de problèmes avec le CFA parce qu'il ne peut rien faire tant que l'argent n'est pas dans ses mains. Donc, ça, c'est un deuxième problème. Alors, le troisième problème qu'on peut regarder vis-à-vis du CFA, c'est que ça ne nous accompagne pas dans notre développement économique. Et ça, c'est parce qu'on a subi aussi des règles qu'on nous a mises en place. Il ne faut jamais oublier que dans les années 2011, on a demandé à ce que nos banquiers centraux fassent ce qu'on appelle la lutte contre l'inflation. D'accord? Donc, jamais, depuis 75 ans, le CFA n'a jamais été utilisé pour le développement économique. Mais si vous interrogez les économistes, il y en a qui vous diront la monnaie, ça ne sert pas à faire développer l'économie. Mais ça, c'est leur théorie. Mais ils peuvent s'entendre entre eux. Mais je n'essaie pas de rentrer là-dedans parce que moi, je reste dans la logique. Et j'ai appris l'économie, mais si je ne peux pas expliquer quelque chose dans la logique de si A implique B, c'est non B qui peut impliquer non A. Je ne sais pas si vous voyez, si A implique B,
c'est le contraire de B qui peut impliquer le contraire de A. C'est ça la logique. Tout ce que je ne peux pas expliquer dans ça, je ne rentre pas dedans. Donc, expliquer que la monnaie, on ne peut pas l'utiliser dans l'économie, tout ça. Maintenant, je reviens dans nos problèmes et je compare avec ce que la France nous a fait en 1993. Nous avons toujours un accord de coopération où il est dit que la France nous garantit la monnaie et sa convertibilité de façon illimitée. En fin 1993, Mitterrand était encore président et il y a eu cohabitation en France. La droite a gagné les législatives. Fin 1993. La France était dans un chaos financier. Ça, la plupart des économistes n'en parlent pas. Il faut qu'ils pointent le doigt. Ça. Et c'est dans cette période-là que les Africains avaient un gros besoin de devises. Et pourquoi? Parce que c'était la période aussi où on avait vécu des problèmes du pétrole. D'accord? En 1973, rappelez-vous, il y a eu hausse des prix du pétrole. Donc l'Afrique subsaharienne, donc du côté de l'Afrique de l'Ouest, on avait des problèmes. Mais en 1993, ce n'était pas la hausse, mais c'était la baisse des prix du pétrole. La CEMAC avait des problèmes. Donc pendant la dévaluation a été plus tirée par les gens de la CEMAC. Ils avaient des problèmes parce que le pétrole avait baissé. Eux, ils ne font que vendre du pétrole. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu besoin de devises et la France a considéré que, elle ne pourra pas nous apporter de devises. Maintenant, s'associant avec le FMI à la Banque mondiale, ils se sont dit, si on n'accepte pas la dévaluation, les pays de l'Afrique subsaharienne n'auront plus d'aide. Donc, on a forcé la main à nos États. Mais le contrat avait dit que de façon illimitée, quand on a besoin de devises, on nous donne. On ne l'a pas fait. Et donc, il faut que les gens comprennent aussi qu'est-ce que c'est que d'évaluer. Parce que si vous regardez la dévaluation seulement dans la perte de pouvoir d'achat ou dans la perte de capacité du peuple, vous n'allez pas voir les problèmes. Mais il faut ramener la dévaluation dans un bilan actif-passif et savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que la France a fait? Parce que quand tu donnes une garantie à quelqu'un, tu es comme un assureur. Aujourd'hui, vous avez votre voiture. Okay. Si vous vous assurez tout risque, si la voiture a un problème d'accident, l'assureur doit vous rembourser. Voilà. Maintenant, je vais partir par ce problème d'assurance parce que les Sénégalais ont des voitures et ils ont des problèmes avec souvent des assureurs et tout. Et donc, supposons que vous soyez assuré tout risque, vous avez eu un accident, vous venez voir l'assureur, il vous dit « Ah non, monsieur Seck, non, c'est la voiture là, certes, on vous l'a assuré tout risque. Le problème, c'est que l'accident là, c'est parce que vous avez conduit votre voiture à 3h du matin. Et puis vous êtes allé quelque part où il n'y avait pas de lumière. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas vous rembourser. » Ça, si l'assureur vous dit ça, mais vous allez exploser. Parce que ça n'a pas de sens. Alors comparez ça avec ce que la France a fait. La France a dit, en contrepartie, je tiens vos devises, je vous donne une garantie. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas, qu'elle a sous-entendu. Derrière cette contrepartie d'avoir nos devises, elle avait aussi le fait d'avoir des primes d'assurance parce que la fabrication des billets et l'entretien des billets, c'est elle qui fait ça. Et on lui paye beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour ça. Donc, on paye des primes. Et donc, elle nous donne une garantie. On a un sinistre, parce qu'on a besoin de devises, et elle dit, non, on va dévaluer. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a tordu le bras. C'est-à-dire qu'on a besoin de devises. Donc, nos engagements extérieurs étaient supérieurs en valeur avec les devises qu'on avait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dévalue le franc CFA. Mais quand elle le dévalue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue le passif. Quand elle diminue le passif, elle n'a plus besoin d'exercer sa garantie. Donc, elle nous a tordu le bras. C'est-à-dire que donc, la France est un assureur. Nous sommes des assurés. On a un sinistre. La France nous dit, allez, je ne vous paye pas parce que... donne des explications. C'est comme si à vous de vous débrouiller. Alors ça, à l'instant T où je vous parle, il n'y a pas de prescription. Cette dévaluation-là, ce que la France nous doit là-dedans, il faut qu'on réclame ça. Il faut qu'elle nous paye ça. Mais est-ce que nous avons... Parce que je pense aussi qu'il y a l'histoire. Jusqu'à présent, nous avons plein de droits. Plein de droits. Qu'on n'a pas exercé. Mais le problème, c'est que nous avons devant nous quelqu'un qui a toujours été plus fort que nous. Ouais. Tantôt avec l'indicatif d'ailleurs de l'émission, il y a le regard sur le passé, où il dit que si on est venu à bout
de nos héros, comme les Samouris, etc., c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on avait devant nous quelqu'un qui était volatile, qui ne respectait pas ses engagements. C'est ça. Qui nous a toujours trahis. L'autre, c'est le facteur matériel. C'est quelqu'un qui a plus de moyens que nous. Et je pense que jusqu'à présent, c'est cette situation que nous vivons. Nous avons le droit mais est-ce que nous avons les moyens de cela? Mais je pense qu'on a les moyens. Et aujourd'hui, le combat avec les Occidentaux, ce n'est pas par la guerre, ni par la force, parce que vous venez d'expliquer qu'ils ont plus de moyens que nous. Le combat, il est très simple. Ce que je viens de vous expliquer là, vous appelez les gens du FMI, vous appelez les gens de la France. Si le président de la République décide qu'on règle ce problème, on fait un débat intellectuel. On appelle des Africains qui ont une maturité ci sujet bi, ñu woo waa FMI, waa Banque mondiale, woo waa France, ñu toog ñu waxtaan. Tout de suite, intellectuellement, ils ne peuvent pas enlever ça. Parce que 1 plus 1, ça fait 2 dans tous les pays du monde. C'est ça, il faut que nous jaar fi Cheikh Anta wax. Quand on veut régler nos problèmes avec ces gens-là, il faut qu'on s'élève. Élévation, nak, mooy pouvoir démontrer scientifiquement que nous avons raison. Donc ce problème de la dévaluation, c'est comme ça qu'on peut le résoudre. Moi, je vois cette solution-là. Et de tout ce qu'on fait, il faut qu'on s'arme intellectuellement. Oui, c'est-à-dire que moi, je pense que ce n'est pas jusqu'à présent des experts qui nous manquent. Nous avons, et aujourd'hui, Dieu merci, des sommités comme vous ont appris ici, ont appris là-bas. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir des gens comme vous. Parce que vous les avez vécus, parce que vous avez de l'expérience de chez eux. Ça permet, comme je disais tantôt, si nous sommes arrivés à battre la France en Coupe du Monde, c'est parce que nous avions eu nos enfants là-bas, qui ont été avec eux, qui sont décomplexés, qui savent ce qu'ils valent et ce qu'ils ne valent pas. Nous, ici en Afrique, on pense toujours, comme disait l'autre, à que... je pense un peu à ma maman, j'ai pitié d'elle. Eh bien, une fois, dans un film, on a vu un asile de fous. Il regarde l'asile de fous, il voit des toubabs. Elle dit, mais toubab n'est que des dof. C'est-à-dire, est-ce que toubab, donc, il y a dans les toubabs, il y a des fous. Parce que dans sa culture, elle n'a pas vu ce que les blancs que nous rencontrons ici sont censés être... elle n'a jamais rencontré un fou blanc. Donc, dans sa culture à elle, le blanc ne peut pas être fou. Dans sa culture à elle, le blanc ne peut pas être pauvre. D'ailleurs, c'est ce qui un peu sacrifie nos jeunes filles là, parce qu'ils pensent que tout blanc est riche, alors qu'il y en a qui sont sans abri. C'est ce décomplexe, comment dire, c'est se décomplexer devant lui que nos élites puissent se décomplexer. Et d'autant plus qu'ils ont suffisamment voyagé. C'est à eux d'assumer. Et surtout qu'aujourd'hui, ils ont les moyens. Nos élites ont les moyens de régler tous nos problèmes. Pourquoi? Parce que cette arrivée de Covid-19 là, mais a bouleversé le monde. Le monde est complètement bouleversé. Bouleversé, c'est-à-dire que toutes les règles qu'on utilisait, toutes les croyances sacro-saintes sur lesquelles on s'appuyait, mais tout ce que économistes, financiers, tout ce qu'ils faisaient en Occident, ils se sont rendus compte aujourd'hui que ça ne tient plus debout. Et c'est là où nos élites aussi doivent saisir cette chance. Je prends un exemple. Lorsque le Covid est arrivé en février-mars en Occident, en cette période et maintenant, si vous regardez l'injection monétaire qui a été faite, mais on ne peut même pas la mesurer, la démesurer par rapport à l'injection qu'il y a eu sur les 20 dernières années ou 30. Ça ne se mesure même pas. Je ne peux même pas donner de chiffres. Et l'injection a été faite comment? D'une façon un peu intelligente. La France est un pays qui emprunte. Donc, la France a une courbe de dette. Donc, chaque période, elle emprunte. Si elle emprunte le 31 décembre 2019, pour 7 ans, donc elle a emprunté, on lui a donné. Chaque année, elle paye ses intérêts. À l'échéance, elle paye le capital. Un mois après, elle peut avoir besoin, elle emprunte. Donc, quand vous voyez l'ensemble des emprunts, on dit que la France a une courbe de dette. Alors,
la France a une banque centrale. La banque centrale appartient aux pays européens, en grande partie. Sachant que beaucoup de banques centrales aujourd'hui sont privatisées, etc. Mais la BCE, une partie appartient quand même aux États. Sa banque centrale lui dit non. Maintenant, comme tu as des soucis, voilà comment on va faire. Chaque fois que tes dettes arrivent à échéance, tu me dis qui sont les créanciers. Très souvent, les dettes des États sont achetées par les banques, sont achetées par des multinationales, etc. Mais la Banque centrale dit au Trésor français, si tu as une dette qui arrive à échéance, dis-moi à qui tu dois et dis-moi le montant. Moi, Banque centrale, je paye, je donne de l'argent à tes créanciers et la dette vient chez moi. C'est extraordinaire. Donc, la France, depuis mars, ne parle plus de sa dette. Parce qu'en fait, la dette de la France, de facto, elle est annulée. Mais le débat va être très long pour l'expliquer. Mais elle est annulée. En réalité, c'est annulé parce que tu ne dois plus à la BD, à la banque. À ton créancier, c'est fini parce qu'il a payé. Tu dois à la Banque centrale. Et quelle est l'écriture comptable là-dedans? Le bilan de la Banque centrale, de la BCE, augmente. Mais une banque centrale, elle ne va pas tomber en faillite. Si son passif dépasse son actif, c'est elle qui fabrique l'argent. Elle ne va jamais tomber en faillite. Ça n'a aucun sens. Donc, quand un État doit à sa banque centrale, elle ne doit à personne. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Depuis 2015, la France vit sur ce qu'on appelle une perfusion monétaire. Ce que je viens d'expliquer. C'est la perfusion monétaire qu'on appelle le quantitative easing, qui consiste à injecter de la monnaie en remboursant les dettes des États, mais dans l'esprit que ce remboursement-là qui va dans les banques, en grande partie, que les banques réinjectent cet argent dans l'économie réelle. Ce que les banques occidentales ne font pas, parce qu'elles ont deux têtes. Elles ont une tête en banque de marché et une tête en banque de détail. Donc, s'ils vont dans la banque de détail, ils vont injecter l'argent, mais ils ne le font pas. Ils vont aller dans la banque de marché. Ils vont spéculer dans les marchés financiers. C'est pour ça qu'on ne voit pas la monnaie dans les pays occidentaux. Et c'est pour ça qu'eux, ils disent aujourd'hui qu'ils n'ont plus de croissance, qu'ils n'ont plus d'inflation. C'est ça. Mais ils n'ont aucun problème. Tous leurs problèmes sont résolus. Alors maintenant, nous, Africains, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Oui, justement, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche? Jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas trop avancé. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Ça veut dire que on était parti là-bas pour voir comment ils font. Aller à l'école du Blanc, apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. On est parti là-bas, on a formé des cadres. Et quelque part, tu m'as dit tantôt, et pourtant, il y a quelqu'un qui n'a pas été à l'école du Blanc. À 2 reprises, tu m'as donné 2 exemples. Des gens qui n'ont pas été à l'école du Blanc et qui sont là. Et d'ailleurs, si on regarde le Sénégal, les hommes les plus riches souvent ne sont pas été à l'école occidentale. Ils ont eu plus de chance que nous. Hein. Voilà. Donc, c'est pour dire que, peut-être que nous, on a des exemples, pour dire que on n'a pas forcément besoin de ce que les Occidentaux nous dictent en termes de croissance, en termes de... D'ailleurs, quand il était là, il avait bien compris quelque chose. Regarde l'économie de traite. L'économie de traite. Il savait que les paysans, par ce qu'il fait, c'est de l'économie réelle, va impacter sur l'économie en disant que, oui, on peut l'aider à cultiver. Quand il va récolter, il va acheter le tissu de la Sotiba, les camions vont marcher, les vendeurs, ceux qui vendent les pneus pour les camions vont quiller, le commerce va marcher, et ainsi de suite, et l'économie va fonctionner. Et c'est ce que vous avez parfaitement raison. Mais revenons encore sur votre question. Vous vous êtes posé la question de savoir, mais est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qui nous empêche de faire comme eux? En tout cas, il n'y a aucun texte qui lie l'Occident avec nous. Il n'y a aucun texte qui dit qu'on n'a pas le droit de faire ce que la France fait aujourd'hui. Oui, mais justement, maintenant, je pense que le problème, c'est que nos élites, est-ce qu'elles sont suffisamment décomplexées pour dire que oui, nous avons les moyens, nous avons le droit de faire et de l'assumer. Mais ils sont obligés, parce que là, la situation de l'Afrique aujourd'hui, si les Africains ne monétisent pas leurs projets, je vais m'expliquer avec le mot monétiser. S'ils ne le font pas, si nos élites ne prennent pas la décision de regrouper ceux qui en ont la capacité,
qu'on réfléchisse, qu'on mette en place une monétisation de nos projets, on ne va jamais s'en sortir. Je donne un exemple très simple. Ouais. Vous faites la moyenne des budgets du Sénégal sur les 3 dernières années. Vous êtes autour de 4 700 milliards. Vous faites la moyenne en PIB. Vous tournez autour de 11 000 milliards. Donc la richesse. Ouais. La richesse du Sénégal. Je ne veux pas rentrer dans la définition économique. La richesse du Sénégal, voilà. C'est quoi la richesse du Sénégal? Voilà. Nous parlons à des auditeurs, il est important que les gens sachent que la richesse du Sénégal, c'est quoi? C'est vrai. En fait, pour pouvoir l'expliquer de façon très simpliste et éviter de rentrer dans le débat économico-économique, parce qu'aujourd'hui, vous allez en Occident, les gens se bagarrent sur qu'est-ce que c'est que le PIB. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dedans. Mais nous, ce que nous allons concevoir comme étant la richesse du Sénégal, c'est en fait la richesse productive. Ça, c'est une grande richesse. Il y a d'autres richesses qu'on y ajoute. Ça dépend des pays. Chaque pays a sa façon de calculer les PIB. Il y a des normes universelles aussi. Mais en tout cas, la richesse qui est importante et sur laquelle on doit s'appuyer, c'est ce qu'on produit, ce que la production nous apporte. Alors, maintenant, quand vous prenez donc le PIB du Sénégal en moyenne sur les 3 dernières années, vous êtes autour de 11 500 milliards. Maintenant, si on réfléchit pour dire, mais attendez, qu'est-ce qu'il nous faut si l'on veut mettre le Sénégal sur les rails? Parce que mettre le Sénégal sur les rails, ce n'est pas seulement fabriquer AIBD, ce n'est pas seulement faire le train Diamniadio-Dakar. Non, il y a des choses beaucoup plus urgentes qu'il faut faire. C'est la protection sociale. Donc, ça veut dire que l'hygiène est là. Quand les gens sont malades, on les soigne. Quand les gens ont faim, on le tue, etc. Déjà, la protection sociale. Après, l'éducation. Que les enfants puissent aller à l'école tranquillement. Tout à l'heure, ça, j'ai oublié de le mentionner. Dans les premiers problèmes de parler du Sénégal, vraiment, l'éducation, il est fondamental. Alors, donc, l'éducation. Donc, j'ai dit protection sociale, éducation. D'accord? Ça, on ne peut pas passer outre. On est obligé de faire ces trucs-là. Et on se dit, mais pour pouvoir faire ça et mettre quand même quelques infrastructures, qu'est-ce que ça nécessite comme moyen? Et là, j'ai pris, en termes de calcul très simple, je l'ai fait sous Excel, et j'ai pris donc, l'unité de mesure d'un pays comme la Roumanie. C'est-à-dire, quand vous prenez l'Europe entière, c'est-à-dire que ce que la Roumanie a fait comme investissement pour pouvoir fabriquer ces structures, avoir des routes, des trains, ces écoles, les hôpitaux, tout ça, j'ai pris ça, je n'ai pas pris celui de la France, il est très élevé, je n'ai pas pris celui des États-Unis ni de l'Angleterre. J'ai pris la Roumanie. Et donc, je l'applique à un pays comme le Sénégal, je prends la superficie du Sénégal, je prends le nombre d'habitants. Et donc, par exemple, pour parler de l'électrification, donc j'utilise la densité de la population pour faire les routes aussi. Tout ça. Et je fais l'estimation et je me rends compte que pour mettre toutes les structures du Sénégal, même si le projet dure 30 ans, il va falloir de l'argent à un niveau de 93% du PIB d'aujourd'hui. Il faut qu'on ait 93% de la richesse chaque année pendant 30 ans pour le faire. Mais ça, on ne peut pas, on n'a pas une économie qui peut produire ça. Donc la seule chose qu'on peut faire pour régler nos structures, c'est de réfléchir autrement. La France monétise ses dettes et les annule. Et même maintenant, elle monétise ses projets écologiques. Parce qu'en France, on est en train de réfléchir sur le fait que les projets écologiques, et le budget que ça nécessite, il ne faut plus le mettre dans le budget de l'État. Il faut le mettre à côté parce que ça va produire. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on fait? La Banque centrale est là. On crée une société de financement des économies de l'Afrique subsaharienne. On ne peut peut-être pas la créer de toutes pièces parce qu'on a UMO à titre, l'agence qui aide les États à lever du financement sur les marchés, qui peut le faire. Aujourd'hui, UMO à titre peut jouer le rôle d'une société de financement. C'est cette société-là qui émet ce qu'on appelle des obligations CFA. Quand elle les émet sous les États, c'est-à-dire que les États proposent... Est-ce que la France va nous laisser... Mais voilà, c'est toujours là. Il n'est écrit nulle part que la France... il n'est écrit nulle part que nous n'avons pas le droit de le faire. Il n'est écrit nulle part que si on le fait, la France doit donner son avis. Ce n'est pas écrit. Maintenant, ça peut s'entrecomprendre dans les accords. Mais la France ne peut pas nous refuser ce qu'elle fait.
C'est comme ça qu'elle fait. Depuis 2015, elle vit comme ça. Elle ne peut pas dire aux Africains, vous ne pouvez pas vivre comme ça. D'autant plus que Macron l'a dit en mars. Macron a dit qu'il ne peut pas comprendre. Eh bien, il est très gêné du fait que les Africains n'ont pas le pouvoir monétaire et le pouvoir budgétaire pour agir et vaincre, mettre une résilience autour du Covid-19. Il l'a dit. Donc, il sait qu'on a le droit. Donc, il suffit juste que nos élites l'expriment et que la Banque centrale l'accepte. Donc, on crée cette société. Les États, montent les projets. La société les finance. Les projets sont des projets qui vont créer de la production. On est d'accord? Quand tu fabriques des hôpitaux, quand tu fabriques des écoles, quand tu fabriques des routes et tout ça, c'est des projets qui génèrent de l'argent. L'argent qui est généré rembourse et on détruit la monnaie. C'est terminé. Mais il faut créer ce circuit. Tout en sachant qu'un pays comme la France ne s'est pas développé en empruntant. Il faut que tout le monde le sache. Mais je pense que aussi c'est un élément du problème. C'est-à-dire qu'il y a quand même que souvent ce complexe d'ailleurs nous détourne de ce que nous avons nous comme élément. Je pense que jusqu'à présent, nous sommes plus proches de l'économie réelle que les économies spéculatives de l'Occident. Là, vous avez parfaitement raison. Nous sommes toujours dans l'économie réelle. Voilà. Eux, ils ne sont plus dans l'économie réelle. Voilà. Mais voilà pourquoi ils ont tous les problèmes du monde. Voilà. Donc, c'est un avantage que nous-mêmes, on ne prend pas conscience. Qu'aujourd'hui, nos problèmes pourraient être réglés si nous sachions de quoi nous avons besoin. Nous avons besoin, et c'est tout. Vous avez vu, les avions se sont arrêtés. Qu'est-ce que ça a changé? Vous allez à Paris, vous cherchez tous les experts du Trésor français, de Bercy, tous. Ils viennent. Ce projet, cette histoire de monétiser les projets, que j'ai écrit noir sur blanc dans un article, ça, vous m'amenez les experts de Bercy, les experts du Trésor français. Si l'un d'entre eux me dit que voilà, ça, c'est pas possible, mais vous pouvez me traiter de... D'ailleurs, ce n'est pas les références. Moi, ce que je me dis d'ailleurs, c'est un peu quand je dis, si nous nous décomplexons, c'est que nous nous rendrons compte que ces gens-là, ils ne sont pas beaucoup plus... Mais vous avez touché aussi un problème fondamental parce que le fait juste de dire est-ce que la France va être d'accord, c'est fondamental et vous avez parfaitement raison. Absolument. C'est-à-dire que donc, ce n'est qu'intellectuellement qu'on peut les convaincre que c'est faisable. Voilà, donc il faut qu'on utilise notre matière grise. Voilà, nous, aujourd'hui, on a compris comment fonctionnent les marchés financiers. Absolument. On a compris comment fonctionne l'économie. On sait très bien que le problème de l'Occident aujourd'hui, c'est qu'il y a un acteur économique qui est venu s'immiscer entre l'économie réelle et le système bancaire qui se trouve être les marchés financiers. C'est cet acteur-là qui perturbe. Parce que quand vous mangez du riz ici, qui a été acheté chez le Mamadou Diallo dans sa boutique à côté, qui lui l'a acheté chez le grand commerçant qui est sorti du port de Dakar. Mais avant que ce riz arrive au port, il y a eu 45 transactions sur ce riz. Et donc, nous, au final, on l'achète avec un prix 45 fois plus élevé que son prix réel. Et c'est ça les marchés financiers. C'est ça qu'il faut tuer. C'est pas normal. Absolument. Et je me rappelle, d'ailleurs, j'avais un de mes anciens, je ne vais pas dire étudiant, mais c'est quelqu'un à qui j'ai eu un peu d'influence sur son cursus, qui me disait, parce que lui aussi, il a été ramené comme, comment dirais-je, expertise. Au Sénégal pour essayer de booster un peu. Il me disait, 2 ans après qu'on l'ait nommé à la tête d'une structure importante de ce pays-là, il me dit, grand, tu sais quel est mon problème? Je dis, c'est quoi? Il dit, tu sais que dans ce pays-là, on te vote un budget. Que tu le dépenses ou tu ne le dépenses pas, on s'en fout pas mal. L'année prochaine, on ne te dira pas, qu'est-ce que tu as fait avec ton budget? On va encore voter un autre budget. Donc, il n'y a pas la culture de la réussite. Voilà. Donc, vraiment, on est à la fin de notre émission, malheureusement. Et le temps passe très vite. On avait tellement de choses à devoir parler. Alors, je pense que je vais vous donner un peu la parole parce qu'on devait parler de la monétisation de la dette, on devait parler donc de ce que le Covid-19 a révélé, et on devait parler de la coopération, surtout
par rapport donc à nos monnaies. On devait aussi parler perspective monnaie, CFA, euro. On n'a pas eu le temps de parler de tout ça. Alors, je vous donne peut-être 2 à 3 minutes un peu pour faire une petite synthèse de tout ça. Voilà, alors j'ai commencé par le CFA et l'éco. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, les Africains se battent depuis longtemps pour se débarrasser du CFA. Ils n'ont pas tort. Parce que avoir sa propre monnaie, parce que dans le nouvel accord de coopération, tel que l'accord est fait, quand on nous dit qu'il n'y a plus de contrepartie, ça veut dire presque que la monnaie ne nous appartient pas, ça appartient à la France. Donc, que les Africains se battent pour ça, c'est légitime, ils ont raison. Mais moi, je préconise, en attendant qu'on puisse s'en sortir, parce que là, vous voyez, tout est en statu quo, en attendant qu'on essaie de résoudre nos problèmes. Et la résolution de nos problèmes, j'insiste, c'est la monétisation de nos projets. Maintenant, ça nécessite une émission. Si vraiment vous voulez qu'on en discute, il faut qu'on prenne 1 heure, qu'on ne parle que de comment on va monétiser nos projets. Bon, je vais faire exception. Je pense qu'on va... vous êtes encore à Dakar? En principe, oui, je suis là toute la semaine. Ouais. Toute la semaine. Donc, on va faire une prolongation. Parce que je pense quand même qu'on a énormément de choses à parler. D'accord. Ouais. Alors, on fait une prolongation. On arrête comme ça aujourd'hui. Parce que quand même, la problématique de la monnaie, tout le monde attend. C'est vrai. Et on ne peut pas laisser une expertise comme toi retourner encore là-bas sans en parler. Donc, on dit merci à M. Cissé. Ouais. Et donc la prochaine émission, forcément, eh bien, elle va encore faire une prolongation sur le thème. Et d'accord. À dimanche prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Un jour, au cours d'une de ses absences, Sori Brahma, un des nombreux chefs qui ravageaient la région à l'époque,